You are now unmuted. Bonjour à tous et bienvenue à cette séance d'information en ligne du SVI. Je vais déjà vous poser une question toute simple, à savoir est-ce que vous m'entendez correctement? Si c'est le cas, signalez-le juste dans la fenêtre de chat qui se trouve à votre droite. Ainsi, j'ai la confirmation que je ne parle pas dans le vide. Donc a priori, on m'entend, c'est parfait. Donc bienvenue, comme je vous l'ai dit. Je vais vous expliquer déjà comment ça va fonctionner, le principe de cette séance d'information en ligne, qui est là en fait pour pallier au fait que certaines personnes ne peuvent pas venir nous voir directement dans nos bureaux à Bruxelles ou à Lille. Donc pendant une petite demi-heure, je vais vous présenter dans un premier temps notre association et la manière à suivre pour la rejoindre et pour partir sur un premier projet de volontariat à l'étranger. Par la suite, vous allez avoir du temps pour poser toutes vos questions, et pour poser vos questions, ça se passera également dans cette fenêtre de chat qui est à votre droite, et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible, sachant que si vous avez des questions spécifiques par rapport à un projet, et parce que certains ont déjà parcouru notre site, ce sont des questions qui devront être adressées plus particulièrement aux différents coordinateurs en charge du projet sur les différents continents, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Donc pour commencer, qui sommes-nous? Le SVI, donc pour faire court, donc le SVI c'est une organisation, une association équivalent loi 1901 en France ou ASBL pour les Belges d'entre vous, donc qui existe depuis une petite dizaine d'années maintenant et qui tient ses origines d'une association de volontariat vietnamienne qui s'appelle SJ Vietnam, avec laquelle on travaille encore maintenant, et qui est donc reconnue comme organisation de jeunesse. Ça veut dire quoi être reconnu comme organisation de jeunesse? Ça veut dire que le volontariat international, de par ses spécificités, va concerner principalement des jeunes entre 18 et 25 ans. Et j'imagine que la plupart d'entre vous sont dans cette tranche d'âge. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans cette tranche d'âge pour partir en volontariat international. Il n'y a pas de limite d'âge pour partir en volontariat international, si ce n'est à partir de 16 ans. Mais on est reconnu pour ce travail fait spécifiquement avec ce groupe démographique. Donc quand on dit association créée par et pour les jeunes, pour les jeunes je viens de le dire, pourquoi par, si vous allez voir sur notre site la photo d'équipe, vous allez voir que l'équipe est composée de personnes qui sont aussi dans cette tranche-là, donc qui ont déjà aussi une expérience en volontariat international. Et donc l'idée c'est vraiment à travers notre travail de nous faire profiter de cette expérience et de vous conseiller, de vous guider, de vous préparer à ce qui est pour beaucoup un premier projet de volontariat, mais également souvent une première expérience à l'étranger en dehors d'un cadre typiquement touristique. Donc comme je l'ai dit, c'est à partir de 16 ans. Pourquoi? Parce que sinon on a des problèmes au niveau assurance, etc. Beaucoup de partenaires ne vont pas pouvoir vous accueillir sur un projet. Et on a des partenaires donc d'environ 80 pays. Ça veut dire que ces partenaires sont des associations qui fonctionnent de nature indépendante, donc on n'a pas de droit d'ingérence sur la manière de fonctionner, qui mettent en place des projets de volontariat dans leur secteur et avec lesquels donc, on travaille pour leur trouver des volontaires qui pourraient les rejoindre, mais qui également vont accompagner eux des volontaires qui vont venir sur des projets en Belgique et en France, parce que le volontariat international c'est pas quelque chose que l'on veut unidirectionnel, donc c'est pas simplement je suis belge, je suis français et je veux partir sur un projet de volontariat. Il y a également énormément de projets qui sont organisés en France et en Belgique, et donc il y a des volontaires internationaux qui viennent également sur ces projets-là, tout comme vous allez sans doute faire les démarches de partir sur un projet à l'étranger. Donc quand vous avez été voir sur notre site, vous avez dû voir peut-être énormément de projets.
En fonction de la période de l'année, on peut aller jusqu'à 2000 projets publiés. Pourquoi? Parce que tous ces partenaires fonctionnent un peu comme nous, coordonnent différents projets et vont, en fonction voilà, des périodes de vacances scolaires, avoir peut-être plus de projets actifs parce que c'est également la période à laquelle le plus de gens ont du temps à consacrer pour un projet de volontariat international. Donc voilà, au niveau de nos partenaires, comme je l'ai expliqué, c'est des partenaires avec lesquels on collabore d'égal à égal, quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent. Donc on a des partenaires un peu partout en Europe, sur le continent américain, en Afrique, en Asie, etc. Et donc chaque partenaire est aussi une association. Donc ce n'est pas une structure privée, c'est des associations qui sont déjà actives dans leur domaine respectif. Ça peut être dans la protection de l'environnement, ça peut être dans la protection de la petite enfance, ça peut être dans la préservation du patrimoine, peu importe. Je veux dire que tant qu'on reste dans une nature associative, il y a la possibilité pour nous de créer un partenariat avec ces associations pour pouvoir leur trouver des volontaires qui vont soutenir leur projet. Donc c'est des partenaires qu'on évalue régulièrement, de un par des échanges très réguliers. On n'a pas la possibilité évidemment de se déplacer tout le temps partout dans le monde pour aller voir comment ça se passe, mais le premier niveau d'évaluation qu'on a, ça va être à travers les témoignages de nos volontaires qui, pendant le projet, à leur retour de projet, vont nous raconter un petit peu comment s'est déroulé le projet, au niveau de l'accueil, comment s'organiser les journées, etc. Et plus on a d'informations à ce niveau-là, plus nous on peut vous informer également, on peut informer les futurs volontaires des quelques spécificités, que ce soit au niveau géographique ou logement, etc., pour vous préparer au mieux à partir sur un projet. Donc on a des conventions qui se signent, mais au-delà de ces conventions, on évalue très régulièrement et quasiment à chaque volontaire la nature du partenariat qu'on a avec ces associations pour pouvoir vous informer au mieux par la suite. Donc avant d'aller un petit peu plus loin, il y a une notion sur laquelle j'aimerais bien revenir et la raison pour laquelle on insiste énormément là-dessus, c'est que beaucoup de gens nous contactent dans un premier temps en nous demandant s'il y a la possibilité de partir avec nous sur une mission humanitaire. Et une mission humanitaire et un projet de volontariat, ce sont deux notions qui peuvent apparaître similaires, mais qui sont extrêmement différentes quand on creuse un petit peu le sujet. Donc une mission humanitaire, c'est vraiment quelque chose qui est réservé à des professionnels, on va dire, qui vont partir sur des missions spécifiques en qualité de médecin, en qualité de logisticien, en qualité de chargé de projet. Donc tous les métiers en fait qui peuvent se retrouver dans le cadre d'une action d'urgence ou de développement. Donc c'est des personnes qui sont coordonnées par des organismes tels Médecins sans frontières, comme la Croix-Rouge, etc. Donc en partant sur un projet de volontariat, vous partez pas sur ce type de démarche parce que vous partez pas exercer une profession. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va pas vous demander nécessairement de CV lors de votre inscription. On va vous demander de décrire votre parcours parce que c'est toujours important et intéressant pour nos partenaires de voir un peu d'où vous venez. Mais un projet de volontariat est globalement ouvert à tout le monde. On ne va pas demander de compétences spécifiques parce que vous n'allez pas exercer une profession. Et vous partez pas non plus dans un contexte d'urgence, comme ça peut être le cas pour une mission humanitaire. Et la notion supplémentaire qu'on rajoute au niveau du projet de volontariat, c'est que au-delà d'aller soutenir une association, ses actions, etc., c'est avant tout également de vivre une rencontre interculturelle à travers une notion d'engagement associatif, parce qu'il y a plein de manières de vivre l'interculturalité. Là, on veut la faire vivre à travers un engagement associatif sur un projet qui va vous tenir à cœur. Et donc si j'ai parlé de cette distinction entre humanitaire et volontariat, c'est que si vous avez fait quelques recherches en ligne, vous avez dû tomber sur des sites qui vont vous proposer des projets dits de volontariat, mais qui n'en sont pas réellement.
Alors je vais un peu préciser ma pensée. Donc on a vu apparaître depuis quelques années des entreprises, et donc on ne parle plus d'associations, mais bien des entreprises, qui vont vous vendre des projets de volontariat, un peu comme si on vous vendait un séjour dans un hôtel 4 étoiles all inclusive sur la plage au sud de l'Espagne. Le SVI et d'autres associations, mais le SVI particulièrement, s'oppose à ce type de démarche qui dénature complètement la notion d'engagement. Pour nous, le volontariat est quelque chose qui doit rester au niveau des associations. Donc, comme je l'ai dit, nous, SVI, on collabore avec d'autres associations à l'étranger d'égal à égal. Et ce n'est pas quelque chose pour nous qui peut se commercialiser. Et quand je dis se commercialiser, ce n'est pas quelque chose sur lesquels des actionnaires peuvent faire du profit. Donc, quand vous partez avec une entreprise dite de volontourisme, je n'ai pas le droit spécialement d'en citer ici, mais si vous faites quelques recherches en ligne, vous tombez très rapidement sur leur site internet qui sont généralement assez bien ficelés. Voilà. Avec eux, vous pouvez acheter un séjour de volontariat 3000 euros sans inclure le billet d'avion pour 15 jours au Sénégal. Nous, on n'est pas du tout dans cette démarche-là parce que le but du jeu, c'est pas de faire du profit à travers un projet, un engagement associatif. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous faites vos recherches pour partir à l'étranger, de ne pas tomber dans ce piège-là. On n'est pas les seuls aux EI à faire du volontariat international de manière légitime, mais il y a beaucoup d'acteurs maintenant qui vont utiliser un vocabulaire souvent qui est proche du vocabulaire humanitaire pour attirer dans leur filet des jeunes qui ont du mal à faire une distinction. Et c'est logique qu'il est difficile de faire une distinction parce que, comme je l'ai expliqué, les notions humanitaires, volontariat sont parfois un peu nébuleuses, en tout cas pour le grand public. Donc faites vraiment attention quand vous faites des recherches en ligne et ne tombez pas dans ce piège, parce que faire un volontariat avec une entreprise de volontourisme, c'est comme si vous faisiez un volontariat pour McDonald's ou Coca-Cola. Et je suis pas sûr que si vous vous inscrivez à cette séance d'information en ligne, que ce soit vraiment votre objectif. Donc, on va avancer un peu plus dans le concret. Donc voilà, vous dites voilà, je veux partir sur un projet de volontariat. Quelle est la première question à se poser? Ça va être au niveau de ses motivations pour rejoindre ces projets. Et au niveau des motivations, qu'est-ce qui va compter le plus? C'est la nature même du projet et pas nécessairement la destination sur laquelle on voudrait partir. Pourquoi? Parce que imaginons que vous êtes passionné par les chevaux ou par la protection des espèces animales et que ben voilà, vous voulez en même temps partir sur un projet en Thaïlande. Et assez paradoxalement, ben voilà, c'est pas possible d'avoir un projet qui combine les deux. On a un projet par exemple qui s'occupe de la protection d'une espèce de chevaux en Grèce. Ben, pourquoi ne pas rejoindre ce projet malgré que ben voilà, c'était pas nécessairement un pays dans lequel vous vouliez vous engager dans un premier temps. Mais sur le long terme, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus et qui va apporter beaucoup plus à l'association qui va vous accueillir. Partir en Thaïlande, vous pouvez le faire alors peut-être à un autre moment dans le cadre touristique, mais toujours prendre en priorité la nature du projet plutôt que la destination. Et en termes de type de projet, j'ai envie de dire qu'il y a autant de types de projets qu'il y a d'associations. Donc il y a pas mal de projets dans le domaine de la protection de l'environnement, dans la petite enfance, dans la protection des animaux, dans la rénovation, dans la construction. Vous pouvez parcourir tout ça sur notre site et filtrer les types de projets pour voir un peu qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous intéresse, dans quoi vous voulez vous engager. Après, il y a la question de la durée du projet qui est assez importante. Donc au SVI, on va distinguer deux types de durée de projet, soit des projets courts, qui durent généralement de 1 à 3 semaines, soit des projets permanents qui, en général, durent un minimum 1 mois. La grande différence entre les deux, c'est au niveau des dates. Les projets courts, généralement, vous allez avoir des dates qui sont indiquées. Donc le projet va avoir lieu du 15 novembre au 30 novembre. Alors que pour un projet permanent, il n'y a pas de dates qui sont indiquées. Pourquoi? Parce que c'est des projets qui ont lieu généralement tout au long de l'année, sauf exception. C'est-à-dire que certains projets vont être fermés
pour cause de vacances scolaires ou à des périodes très spécifiques, mais de manière globale, l'activité de l'association est étalée tout au long de l'année. Autre différence, c'est que sur un projet court, donc à date fixe, vous allez former un groupe de volontaires internationaux avec d'autres volontaires qui viennent d'autres associations qui viennent un peu partout dans le monde. Donc vous pouvez vous retrouver sur un projet avec un volontaire qui vient du Mexique, un autre qui vient d'Allemagne, deux autres qui viennent de Corée. Et pendant cette période de 15 jours, vous allez former un groupe qui va avoir une action qui va être par nature limitée compte tenu de la durée du projet. Mais ça va vous permettre d'une certaine manière de vivre deux fois une expérience interculturelle parce que bon, vous êtes à l'étranger dans un projet, mais en même temps vous partagez ce projet avec des personnes qui viennent de pays complètement différents et qui ont comme point commun avec vous l'intérêt porté à ce projet, l'intérêt porté à cette association. Mais c'est sur une durée très limitée et c'est souvent ce qu'on va recommander comme premier projet, surtout pour les personnes qui ont 16 ans, 18 ans, qui ne seront jamais vraiment parties. C'est un premier pas en fait dans le volontariat international et ça permet par la suite de construire là-dessus et pourquoi pas de partir après sur un projet permanent sur lequel là il n'y a pas nécessairement de groupe de volontaires qui est formé. C'est-à-dire que le projet a lieu tout au long de l'année, donc à votre arrivée il y aura peut-être 2 personnes sur le projet. Il y en a une qui va partir pendant que vous êtes là, une troisième qui va arriver et va se succéder. Donc on est dans une logique de fonctionnement complètement différente et sur un projet permanent, effectivement, l'application s'avère un peu plus poussée que sur un projet court où là on a vraiment une action très définie qui est mise en place. Alors, petite parenthèse sur le Corps européen de solidarité avant de continuer. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec les programmes européens, mais auparavant, on parlait souvent de SVE, donc Service volontaire européen, qui vient d'être remplacé par le Corps européen de solidarité, qui est en fait une forme de volontariat qui est subsidiée par la Commission européenne. Donc, on va parler un peu budget dans un premier temps, mais avec ce type de projet, vous avez la possibilité d'être financé et défrayé au niveau de votre volontariat pour limiter les frais que cela peut générer. Donc là, par contre, il y a un âge maximum, je pense que c'est 30 ans pour partir sur un projet de corps européen de solidarité, et la durée de préparation est bien plus longue que sur un volontariat classique. Mais sachez que sur notre site, vous pouvez filtrer ces projets-là. Et si au niveau financier c'est un peu limite, il y a énormément de projets hyper intéressants qui vous permettent de partir enfin sur plusieurs mois, principalement en Europe, chez une association avec laquelle on a un partenariat pour pouvoir également vivre cette même expérience mais sans devoir débourser trop d'argent. Donc quelles sont les étapes à suivre concrètement ? Premièrement, devenir adhérent de notre association. Donc là, il y a 2 manières de devenir adhérent. Adhérent monde, adhérent Europe. Donc adhérent Europe, c'est à partir de 16 ans, comme j'ai expliqué. Adhérent monde, à partir de 18 ans, généralement. Mais après, il n'y a pas trop de distinction entre les deux. Donc adhérent Europe, ça revient à 80 € pour 5 ans. Ça veut dire que pour 5 ans, vous avez la possibilité de participer à toutes nos activités. Et quand je dis participer à toutes nos activités, ça veut dire également la possibilité de partir sur plusieurs projets de volontariat. Donc vous pouvez partir cette année et repartir l'année prochaine. Vous n'aurez pas à repayer ces frais d'adhésion. Pareil pour l'adhésion monde, où c'est 200 € pour une période de 5 ans. Donc ça vous permet de partir sur des projets court terme, des projets long terme, et également au niveau des groupes, mais je ne vais pas spécifiquement parler de ça aujourd'hui, mais effectivement il y a la possibilité également, si vous faites partie d'un groupement de mouvement de jeunesse, de scout ou autre, ou une école, de partir et d'avoir des frais d'adhésion qui soient de 80 € également. Maintenant, ce sera aussi 80 € quel que soit le pays dans le monde dans lequel a lieu votre projet. Mais ce n'est pas le cas de cette présentation aujourd'hui, mais sachez que c'est une des possibilités qui existent et vous pourrez trouver plus d'informations également sur notre site à ce sujet.
Rechercher un projet, bah, ça va être l'étape la plus importante et sans doute celle qui va prendre le plus de temps. Donc pour rechercher un projet, cette fenêtre ici, vous la retrouvez sur notre site internet et ça vous permet de filtrer un projet par type de projet, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et c'est sans doute le plus important, de durée du projet, donc court terme, long terme, comme je viens d'expliquer. Et si vous partez sur un court terme, je vous conseille peut-être de mettre la date de début à partir de laquelle vous êtes disponible. Et une fois que vous lancez cette recherche, vous allez avoir toute une série de projets qui vont apparaître avec un descriptif. Et donc, il faut vraiment passer un peu de temps sur ce site pour essayer de voir quel projet pourrait vous convenir plus qu'un autre. Comme il y en a énormément, ce qu'on vous conseille, c'est peut-être d'en repérer 2-3 qui vous parlent tout particulièrement et de nous recontacter alors pour peut-être affiner votre recherche. Et pour ce faire, pouvez nous appeler. Vous pouvez nous envoyer un mail directement par la fiche du projet pour demander plus d'informations sur tel ou tel projet. Parler à la coordinatrice ou au coordinateur de ce projet chez nous qui pourra peut-être vous guider vers un projet plus qu'un autre en fonction de votre profil, de votre expérience, etc. Et cette étape est essentielle, mais voilà, ça peut prendre un peu de temps de parcourir le site et de lire un peu tous les descriptifs de projet, mais c'est bien choisir ce projet, c'est souvent une garantie que tout se passe sans accroc par la suite. Donc passez un peu de temps avant de cliquer sur le premier truc, dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Lisez les descriptifs de projet, regardez un peu où ils ont lieu, regardez un peu les conditions d'hébergement. Après, on pourra affiner tout ça ici chez nous, mais cette étape est essentielle pour la réussite du projet. Donc au niveau budget, j'en ai déjà vite fait parler tout à l'heure quand j'ai parlé du Corps européen de solidarité. Mais donc quand vous partez sur un volontariat classique, donc sans dispositif tel que le SVE, il y a quelques frais qui sont engendrés, qui n'ont rien à voir en comparaison à ce que vous pouvez trouver sur des sites de volontourisme, mais c'est quand même une réalité dont il faut parler. Donc au-delà des frais d'adhésion, donc j'ai parlé 80 € pour 5 ans pour les projets dans l'Union européenne ou 200 € pour tous les projets un peu partout dans le monde, ça c'est la première dépense à prendre en considération, donc ça revient à 40 € par an sur l'adhésion monde. Les frais de participation, ça vous allez les retrouver sur chaque projet. C'est ce que demandent les associations d'accueil pour couvrir déjà votre hébergement, la nourriture, etc. Mais c'est également une manière de participer au financement du projet que vous allez rejoindre. Parce qu'il faut savoir que dans la plupart des pays du monde, le secteur associatif n'est pas subsidié, n'est pas financé, mais ne pourra pas donc vous accueillir sans vous demander une participation, vous nourrir sans demander une participation, et même pour faire exister leurs activités, ont besoin du soutien des volontaires internationaux qui les rejoignent. Donc ces frais de participation vont être à chaque fois clairement indiqués sur la fiche du projet. Ils vont être clairement indiqués de manière mensuelle pour les projets permanents. Pour les projets courts, ils vont être notés pour la durée du projet. Donc faites attention à cet aspect-là. Donc ça peut varier entre 200 € par mois jusqu'à parfois 400-500 € par mois, mais 400-500 €, ça va être souvent dans des pays où le niveau de vie est beaucoup plus élevé, où voilà, les frais engendrés sont proportionnels. Mais c'est à chaque fois clairement indiqué. Après, il y a la notion de mobilité. Il faut bien vous rendre sur le projet. Donc clairement, si le projet sur lequel vous voulez partir est en Allemagne ou en Nouvelle-Zélande, ce ne sera pas le même budget. Hein. Donc c'est un paramètre aussi à prendre en considération quand vous êtes à la recherche d'un projet de volontariat international. Donc si vous partez en Europe pour un projet court, le budget total d'un projet de volontariat ne sera pas très élevé. Maintenant, si vous partez 4 mois en Nouvelle-Zélande, clairement, il va être un peu plus conséquent. Sur notre site, il y a des exemples de budgets qui ont été indiqués, qui permettent de un peu simuler à combien revient un projet de volontariat. Maintenant, pareil, si vous avez des questions plus précises, vous pouvez toujours nous appeler à ce sujet. Donc une ligne du temps, mais qui reprend un peu tout ce que j'ai dit.
Vous adhérez dans un premier temps au RSEI, que ce soit Adhésion Europe, Adhésion Monde. Vous choisissez un premier projet. Et une fois que vous avez choisi un premier projet, vous envoyez la fiche d'inscription à ce projet. Vous pouvez nous envoyer l'adhésion et la fiche d'inscription au même moment, ça c'est pas un problème. Et donc à partir de ce moment-là, c'est la personne qui va devenir votre référent sur le projet qui va prendre le relais, à savoir la coordinatrice du continent sur lequel vous partez. Donc on a une personne qui travaille pour chaque continent. On a une coordinatrice Asie, on a une coordinatrice Afrique, on a une coordinatrice Amérique. Et cette personne va être à partir de là la personne de contact pour toutes vos démarches dans votre préparation, qui va vous accompagner également pendant que vous êtes sur le projet pour voir si tout se passe bien, à votre tour de projet, qui va recueillir votre témoignage, qui va vous rencontrer. Donc ce sera vraiment une personne qui va vous suivre pendant toutes les démarches jusqu'à votre retour et même au-delà. Donc après la fiche d'inscription, cette personne va envoyer votre dossier au coordinateur sur place et après maximum une dizaine de jours, il va revenir vers vous pour valider votre participation sur le projet. Et donc à partir du moment où votre projet est accepté par le partenaire, commence toute la préparation à ce projet, à savoir vous allez pouvoir rentrer dans toutes les démarches en ce qui concerne l'achat de billets d'avion, visa, vaccins, etc. Mais encore une fois, votre coordinatrice, votre coordinateur sera là pour vous guider dans ces étapes. Quelque chose que j'ai pas encore signalé, mais la durée entre l'inscription à un projet et le départ va être de 1 mois pour les projets en Europe minimum et de 2 mois minimum pour les projets en dehors de l'Europe. Parce qu'on a constaté que c'était la période qui était minimum pour pouvoir se préparer sereinement au départ sur un projet de volontariat. Et pour pouvoir participer notamment à un week-end de préparation qu'on organise une fois par mois, dont je vais vous parler dans le slide suivant. Vous partez sur le projet, on continue à vous suivre, on nous demande régulièrement des nouvelles, on aime bien en recevoir aussi, voir un peu des photos, comment ça se passe, etc. Et pendant toute la durée du projet, votre coordinatrice reste votre référente. Vous rentrez du projet. Comme j'expliquais tout à l'heure, le retour des volontaires est extrêmement important pour nous, parce que ça nous permet d'évaluer la qualité des projets et d'ajuster si nécessaire. Et par la suite, on a également un week-end de retour qui permet à tous les volontaires partis pendant l'année en cours de se retrouver et d'échanger justement par rapport à leur expérience. Parce qu'on s'est rendu compte que notre entourage, quand on revient d'une expérience telle que celle-là, a parfois du mal à vraiment comprendre ce qu'on a vécu, et le fait de partager cela avec des personnes qui ont vécu quelque chose de similaire, parfois dans un autre pays, parfois pour 6 mois, parfois pour 1 mois, mais ça permet d'échanger autour de tout ça. Et donc, ça peut être extrêmement important. Donc au niveau du week-end de préparation, c'est quelque chose qui se déroule une fois par mois, à une dizaine de minutes de Bruxelles. Donc ça permet déjà de venir voir des témoignages de vive voix de volontaires qui sont partis récemment sur un projet et qui vont raconter leur expérience de plein de manières différentes. Parfois ça peut être juste de vive voix, parfois ils vont avoir du matériel visuel pour vous expliquer tout ça et qui vont être là aussi pour répondre à des questions peut-être que vous vous posez parce que eux sont passés par le même processus, et c'est toujours extrêmement intéressant d'avoir un témoignage de première main comme celui-là. Et donc on a toute une équipe chez nous en pédagogie formation qui va animer toute une série d'ateliers. C'est pas un cours ex cathedra pendant lequel vous allez nous écouter pendant toute une journée, pendant ces 2 jours. Non, c'est des ateliers qu'on met en place pour aborder toute une série de thématiques comme justement ces concepts de volontariat, d'humanitaire, qu'est-ce que le choc culturel, c'est quoi le choc du retour, mais également des aspects très pratiques comme la sécurité, la santé du volontaire sur un projet, etc., etc. Mais tout ça est fait sous forme d'atelier du samedi matin au dimanche après-midi et permet vraiment de bien se préparer, surtout si c'est un premier projet comme celui-là. Et lors de ce week-end, vous allez pouvoir également partager vos craintes, parce que vous pouvez en avoir avant de partir, peut-être différentes de celles d'une autre personne qui part ailleurs, mais ça vous permet justement de voir que vous n'êtes pas les seuls parfois à vous poser certaines questions, de voir aussi la motivation que vous pouvez avoir
pour partir sur un projet, bah, elle peut être différente de celle aussi d'une autre personne, donc c'est toujours intéressant. Donc il n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé. Par contre, on le rend obligatoire pour les personnes qui sont mineures d'âge avant de partir sur un projet. C'est tous les mois. Et pour s'y inscrire, mais ça c'est une fois que vous êtes inscrit sur un projet généralement, c'est l'adresse ici mail que vous retrouvez. Et donc on demande 30 € de frais de participation pour couvrir le logement et la nourriture sur ce week-end. Et donc le week-end de retour, bah, c'est un peu dans la même démarche, mais là après le projet, c'est venir témoigner, échanger avec d'autres volontaires, créer du lien et donner la possibilité à nos membres de prolonger leur engagement à travers la mise en place de projets communs. Parce que pour nous, le volontariat international doit vraiment être qu'une étape dans un processus et pas nécessairement une finalité. Parce que si c'est une finalité, on se rapproche de la notion de produit que j'expliquais tout à l'heure avec le volontarisme. Pour nous, le volontariat international, c'est un premier pas vers un engagement à plus longue échelle. Et donc le week-end de retour permet justement de créer des liens pour voir vers quoi prolonger cet engagement. Et donc là, les dates du prochain, donc c'est le 26 au 28 octobre, donc c'est tout bientôt, où toute une série de volontaires qui sont déjà partis avec nous vont avoir l'occasion de se rassembler. On arrive vers la fin, donc voilà, dans cette idée de prolonger cet engagement, cet engagement, vous pouvez aussi le prolonger avec nous. On accueille très régulièrement des bénévoles, des stagiaires dans notre équipe ou des personnes qui nous soutiennent pendant des séances d'information dans des salons qu'on organise un peu partout en France et en Belgique et qui permettent de continuer leur engagement avec nous et de faire profiter de leur expérience également les futurs volontaires qui se posent pas mal de questions comme vous vous en êtes posé ou vous en posez maintenant. Donc voilà, ça c'est une petite photo d'équipe qui date un petit peu maintenant, mais c'est juste pour vous prouver une fois de plus que le SVI c'est pas qu'un site internet, mais qu'il y a des personnes derrière qui font en sorte de vous proposer un accompagnement le plus proche possible et le plus humain possible. Ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans notre manière de fonctionner. On termine avec quelques infos pratiques, je vais laisser ça après en slide, mais on arrive à la fin et donc maintenant je vais vous laisser poser les questions que vous pourriez avoir de manière générale. Comme je l'ai dit, si vous avez des questions plus spécifiques, là je vous renverrai à un moment donné peut-être vers les différents coordinateurs. Donc je vous laisse quelques secondes pour taper vos questions, toujours dans la fenêtre de chat qui se trouve alors à votre droite. Je vous laisse encore quelques secondes pour taper. Peut-être qu'il en faut toujours un qui se lance d'abord. Oui, j'étais fort clair, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a toujours une question. Et après la première, il y en a souvent. Voilà, ça commence à venir. Je souhaite savoir comment cela se passe si on va faire un SVI alors qu'on est demandeur d'emploi à domicile. Ça va dépendre si tu es résidente en Belgique ou en France, déjà Monia. Mais je sais que si tu es, t'es en France, à travers Pôle emploi, je pense qu'il y a la possibilité de partir faire un volontariat à l'étranger. Mais si tu veux rester dans le cadre de Pôle emploi, tu dois te mettre en disponibilité. Ça veut dire que tu n'as pas la possibilité de toucher tes allocations de chômage pendant la période de ton volontariat. Parce que si jamais tu as un contrôle, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, si tu pars dans le cadre d'un SVE, d'un programme européen, je pense qu'il y a il y a des accords qui sont faits à ce niveau-là, mais là je pourrais
pas te donner de réponse très précise. C'est avec ton Pôle emploi que tu pourras avoir clairement l'information avec ton conseiller ou ta conseillère Pôle emploi. Mais il y a la possibilité de combiner volontariat et d'être demandeur d'emploi, mais souvent ça demande de mettre en pause son chômage pendant cette période-là sans perdre nécessairement ses droits. Bon, ben, je vois que Nada avait exactement la même question que toi. Donc, bon, c'est assez rapide. Une question qu'on n'a pas encore abordée, mais que je vais. Parfois, on me la pose, c'est au niveau de la langue. Ah bah, Médéric a une question. Comment ça se passe pour les assurances santé, etc., sur un autre continent? Donc, au niveau des assurances, j'en ai pas parlé pendant la présentation, mais effectivement, il y a deux possibilités principales. Effectivement, il faut partir avec une assurance, mais souvent, on est déjà couvert pour des choses que l'on ignore. Donc, il faudra d'abord vérifier avec votre banque, avec votre organisme, peut-être avec vos parents, etc., s'il n'y a pas déjà une assurance qui vous couvre pendant la période de votre projet de volontariat. Sachant que quand vous partez en volontariat, on parlait avec un statut de touriste. Il n'y a pas de visa volontaire. Donc en partant en tant que touriste, ce qu'il vous faut, c'est une assurance premier, assistance médicale et rapatriation si nécessaire. Soit vous en avez une, soit alors nous on en propose une qui est à un tarif généralement assez intéressant avec une organisme qui s'appelle Assure Travel avec lequel on a un partenariat qui vous permet d'être couvert jusqu'à 3 mois sur un projet pour un montant qui n'est pas très élevé. Donc soit vous en avez une, soit on a la possibilité de vous en proposer une. À vous de voir. Ça ne sert à rien d'être assuré 2 fois pour la même chose. Donc renseignez-vous avant de commencer à faire des démarches à ce niveau-là. Donc merci pour ces informations. Est-ce que l'on peut obtenir des aides pour nous aider à financer un SVI? Donc, comme j'expliquais au niveau budget, ben, un projet peut ne pas revenir à un budget très élevé, comme il peut effectivement coûter assez cher si on part plusieurs mois dans un pays qui est à l'autre bout du monde. Maintenant, au SVI, l'idée c'est que on veut que le volontariat international soit accessible au plus grand monde et que le budget ne soit pas nécessairement un frein pour l'engagement. Donc si au niveau financier c'est un peu compliqué, moi ce que je conseille de faire dans un premier temps, c'est d'orienter vers des projets sur lesquels une aide financière est possible. Et ça va être essentiellement tous les projets liés au corps européen de solidarité. Donc ça met un peu plus de temps à se mettre en place, mais sur ces projets, bah, tu n'auras pas de frais liés au déplacement, au niveau de l'hébergement, c'est fourni par l'association qui t'accueille, etc., etc. Donc ça permet de partir sur un projet de volontariat sans nécessairement avoir un frein financier à ce niveau-là. Et sur notre site, tu vas pouvoir filtrer ces projets dans les types de projets. Au niveau des corps européens de solidarité, tu verras qu'il y en a quand même pas mal qui sont extrêmement intéressants. Maintenant, ça prend un peu plus de temps à mettre en place, mais ça en vaut la peine. J'aimerais savoir s'il faut se prendre combien de temps à l'avance entre la candidature et le départ sur le pays. Donc là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est 2 mois minimum pour tous les projets qui ont lieu en dehors de l'Union européenne. Si c'est un projet qui a lieu en Europe, la période d'1 mois est nécessaire, et minimum 1 mois. Pourquoi? Parce que les démarches généralement administratives et autres sont beaucoup moins lourdes que si on part à l'autre bout du monde, sans parler de toute la question des vaccins, etc., qui ne sont pas nécessairement nécessaires quand on part, quand on reste en Europe. Donc 2 mois minimum entre l'inscription et le départ, sauf si le projet est en Europe où ça peut être réduit à une période d'1 mois. Est-ce que quelqu'un a encore l'une ou l'autre question? C'est le moment.
Ah, pour l'Europe et le corps européen de solidarité, ça peut prendre 3 4 mois parfois. Maintenant, c'est quand tu filtreras sur les projets du corps européen de solidarité sur notre site, souvent les dates sont indiquées. Donc tu verras que parfois les dates peuvent être rapprochées parce que parfois il peut arriver que des associations recherchent des personnes assez rapidement, mais souvent ça va être un délai de 3 4 mois. Maintenant, je sais qu'il y a quelques offres qui ont été publiées récemment, notamment sur notre page Facebook, donc je te conseille d'aller y jeter un œil. Donc tu verras que certains projets vont peut-être avoir lieu d'ici un mois et demi, 2 mois, mais c'est vraiment au cas par cas, parce qu'avec l'Union Européenne, ça fonctionne par date butoir. Donc il y a toute une série de projets qui doivent commencer avant une certaine période. Donc parfois, quand cette date butoir se rapproche, ils vont rechercher un peu plus de personnes. Mais n'empêche que toute la procédure, la mise en place, est un petit peu plus lourde, parce qu'à partir du moment où c'est financé, ben, il y a toute une série de justificatifs que l'Europe va demander. Et c'est ça qui prend un peu plus de temps. Mais si tu es hyper proactive, etc., c'est quelque chose qui peut se mettre en place quand même assez rapidement. À voir en fonction de la date où débute réellement le projet. Proposez-vous de... j'ai une question. Si un visa dure 90 jours ou 90 jours et que l'on veut rester plus de 3 mois, comment fait-on? C'est Médéric qui pose cette question. Là, ça va dépendre, c'est vraiment du cas par cas. Un pays comme le Pérou, par exemple, je prends un exemple que je connais, on a la possibilité assez facilement de sortir du territoire et de revenir en passant un poste frontière terrestre. Ça ne va pas nécessairement être le cas pour tous les pays. Les législations en termes de visa changent très régulièrement. Là, on a encore eu un exemple la semaine dernière en Thaïlande où la loi a été changée, mais les associations, les ministères n'ont pas été avertis. Donc c'est vraiment du cas par cas, et là seul votre coordinateur pourra vous répondre en fonction du pays dans lequel a lieu votre projet. Hein. Mais il y a des personnes, par exemple, que j'ai accompagné sur un projet au Népal, qui ont pu sortir et revenir, mais voilà, souvent ça passe par là. Vous aurez rarement, en tout cas à ma connaissance, la possibilité de rester plus de 3 mois sans sortir du pays. Parfois, comme en Bolivie, je pense qu'il y a la possibilité d'aller à un poste d'ambassade ou quoi et prolonger son visa une fois sur place, mais c'est vraiment du cas par cas. Partir 3 Nada qui demande, proposez-vous des projets dans plusieurs pays, par exemple partir 3 mois dans 3 pays, mais c'est à toi de construire ça en fait. 3 mois dans 3 pays, on va pas te le conseiller. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire partir un mois sur un projet, un autre mois sur un projet dans un autre pays, un autre mois sur un projet. Donc l'idée c'est pas non plus d'enchaîner les expériences les unes après les autres, mais voilà, de profiter le temps sur des projets permanents, de s'intégrer dans l'association, de découvrir vraiment comment ça fonctionne et d'en profiter et d'en faire profiter également l'association qui t'accueille. Si tu enchaînes mois après mois les projets, c'est pas nécessairement quelque chose qui va être profitable ni pour toi ni pour l'association qui t'accueille. Alors pourquoi pas partir 2 mois sur un projet, prendre un peu de temps pour respirer entre deux projets, ça aussi c'est essentiel, pas d'enchaîner les uns après les autres. Et après, partir sur un autre projet, peut-être dans un autre pays, et pourquoi pas faire ça. Tu as 5 ans en tant qu'adhérente pour le faire. Donc peut-être que tu as une période de temps dans laquelle tu peux le faire, mais j'ai toujours plus te conseiller de partir 3 mois sur un projet que de partir 3 fois un mois sur 3 projets différents dans 3 pays différents. Parce que tu profiteras plus de l'expérience et tu te rendras vite compte qu'un mois, ça passe hyper vite et que tu n'auras pas nécessairement l'occasion de vraiment en profiter, et tu vas peut-être, après le mois passé dans la structure, partir frustré parce que tu auras le sentiment que tu viens à peine d'y arriver. Donc privilégier plus partir sur une période un peu plus longue que d'enchaîner 3 projets sur 3 mois. Au niveau de la langue, Lina pose la question au niveau de la langue, mais j'allais en parler. Donc sur la plupart des projets, que ce soit courts ou des projets permanents, l'anglais reste la langue véhiculaire. D'autant plus sur les projets courts où, fatalement, quand vous vous retrouvez avec des volontaires qui viennent de Corée, du Mexique, d'Allemagne, peu importe,
c'est une réalité. La langue qui commune sur des projets, ça va être l'anglais. Et je veux dire, c'est aussi le cas sur des projets qui ont lieu en Belgique ou en France, parce que les volontaires viennent d'un peu partout, donc ça reste l'anglais qui est la langue véhiculaire. Maintenant, on travaille avec pas mal de pays francophones, notamment en Afrique, je veux dire Madagascar, le Togo, etc., où clairement la langue qui va être utilisée sur le projet va être le français. La particularité existe également pour les pays d'Amérique latine, en Pérou, Équateur, où souvent l'espagnol va être plus prépondérant que l'anglais, parce que l'anglais au Pérou, je peux vous dire que c'est pas nécessairement une langue qui est spécialement pratiquée. Donc, quand on vous demande de remplir votre motivation pour partir sur un projet ou quoi que ce soit, ça va être soit en français si le pays est francophone, soit en espagnol si vous le maîtrisez dans les pays d'Amérique latine, soit alors en anglais parce que la plupart de nos partenaires sont de toute façon anglophones. Même si c'est en Thaïlande, la langue qu'ils utilisent avec les volontaires internationaux, ça reste l'anglais. Mais il ne faut pas que ce soit une limitation. On a un article qui a été écrit sur notre site à ce niveau-là qui explique justement les différents cas de figure. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs ci-dessous. Donc si vous posez des questions par rapport à votre niveau de langue pour partir sur un projet, il ne faut pas que ce soit un frein parce que il y a plusieurs solutions qui existent, que ce soit à travers justement de retarder peut-être votre projet de quelques mois pour prendre des cours ou alors justement partir sur un projet francophone. Donnez-moi 2 secondes, je vous retrouve ça et je vais vous mettre le lien de cet article qui peut être fort utile. Je reviens. Voilà. Donc cet article va vous apporter pas mal de réponses par rapport à cette question de la langue. Est-il possible de suivre des cours de langue pendant un volontariat? On a quelques associations qui le permettent. Maintenant, ça rentre rarement dans le cadre même du volontariat. Maintenant, si vous partez, ça dépend du pays dans lequel vous partez, mais à travers la pratique, vous allez quand même déjà énormément progresser. Maintenant, je sais qu'il y a quelques projets, notamment en Amérique latine, qui offrent la possibilité de suivre des cours d'espagnol avant le début du projet. Et après, les organismes d'accueil pourront toujours vous renseigner si vous voulez suivre des cours supplémentaires pendant la durée de votre projet, mais ce sera en dehors du cadre du volontariat. Si on reste plus de 3 mois dans un pays européen, faut-il réaliser des procédures administratives? Ça va dépendre de ton passeport. Si tu es un résident européen au départ, non, il faudra juste s'enregistrer par la suite. Maintenant, si tu n'es pas résident européen, ça demande des démarches spécifiques parce que, comme vous devez le savoir, au niveau de l'Europe, ça devient assez compliqué d'obtenir des visas et de pouvoir séjourner dans un pays sur une plus longue durée. Mais ça, c'est une réalité qui va être spécifique à chaque pays et il faudra voir vraiment au cas par cas. Voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins fait le tour. Si vous avez une dernière question, c'est le moment. Sinon, entre-temps, je vous rappelle les différents moyens de nous joindre. Là, vous avez notre numéro de téléphone en France, en Belgique, également en Suisse, au Canada, pour nous joindre directement. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous préférez nous contacter par écrit. Et si vous avez des projets qui vous intéressent, allez sur la fiche de projet et envoyez-nous donc une demande d'information. Et on a quelqu'un chez nous qui va vous répondre assez rapidement avec les informations, les réponses aux questions que vous pourriez vous poser. Je pense qu'on va clôturer là. Merci d'avoir assisté à cette séance. Et comme je viens de le rappeler, n'hésitez pas à nous contacter à notre bureau si vous avez des questions complémentaires. On est là pour vous guider déjà dès cette étape fondamentale pour nous de voilà sur quel projet partir. Donc c'est le moment de se poser les bonnes questions. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et peut-être à très bientôt. Au revoir.